Parler du Vexin, vous imaginez bien, c'est pour moi un plaisir. Un plaisir, d'abord parce que je préside une association qui défend avec beaucoup de conviction et j'espère d'efficacité le territoire du Vexin. C'est aussi le pays d'un quart de mes ancêtres, au moins depuis le XVIe siècle. Donc c'est quand même un pays dans lequel je suis un petit peu enracinée. Et puis c'est le pays de ma très heureuse petite enfance. Voilà. Donc pour toutes ces raisons, je suis ravie de parler du Vexin. En revanche, c'est évident que le définir, le synthétiser en une petite demi-heure, c'est un peu sportif. Bon. Mais c'était la commande, donc je vais essayer de l'honorer. En effet, je ne sais pas ce que vous ne savez pas. Je ne sais pas ce que vous savez. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'apporter à ceux qui ne savent pas des choses qui vont peut-être regretter que je ne dise pas, et puis d'autres vont peut-être être obligés de réviser parce que eux ils savent. Bon, donc c'est l'enjeu des classes hétérogènes. L'essentiel, c'est que si ça n'est déjà fait, j'arrive au bout de cette petite demi-heure à vous faire encore plus aimer le Vexin. Le but, c'est ça, parce que ceux qui adhèrent à l'association et qui m'ont déjà entendu parler savent que je dis toujours qu'on n'aime que ce qu'on connaît et on ne défend que ce qu'on aime. Donc, notre but étant de défendre le Vexin, il faut commencer par l'aimer, et donc je vais essayer de vous le faire connaître un tout petit peu plus. En ces journées officiellement consacrées au patrimoine, officiellement dans toute l'Europe finalement, nous verrons, ce sera certainement votre conclusion une fois que vous m'aurez entendu, que le Vexin est en lui-même un patrimoine. Un patrimoine complexe, un patrimoine complet, un patrimoine global et bien sûr admirable, et c'est la raison pour laquelle il faut le protéger. Le Vexin est avant tout un territoire. Madame tout à l'heure en a parlé. Ce territoire, je ne suis pas certaine que tout le monde, tout à fait, sache où il commence, où il finit, et pourquoi il commence là, et pourquoi il finit là. Parce que c'est un territoire géographique, bien sûr, mais qui a été déterminé par sa propre histoire. C'est un territoire géographique déterminé par l'histoire. Tout, ou presque, pour le Vexin français, commence en 911. Jusque-là, sur le vaste Vexin entier, vivait en Veugossin, on disait pas Vexin, dont le chef-lieu était ce qui est devenu Rouen, vivaient des Gaulois, dont on ne sait pas très bien s'ils étaient belges ou armoricains. Pline le Jeune n'est pas très précis là-dessus. Un coup, ils sont armoricains, un coup, ils sont belges, mais en tous les cas, ils étaient Gaulois. Bon. Ces Gaulois, vous le savez sûrement, enfin beaucoup de vous le savent, s'appelaient les Véliocas. Et Jules César, d'ailleurs, les évoque, il les aime pas beaucoup parce qu'ils se sont dressés contre lui. Vous connaissez tous la chaussée Jules César. Bon. Ils se sont dressés contre lui aux côtés de Vercingétorix. Voilà. Donc c'était bien des Gaulois. Ils vivaient là, ils ont vécu longtemps là, pas vraiment tranquilles. Car dès le IXe siècle, dès le milieu du IXe siècle, dès la fin du règne de Louis le Pieux carolingien, ils essuient les raids des fameux Vikings. Pendant une longue période, jusqu'à ce que 70 ans après, c'est pas mal quand même, ça fait plusieurs générations, Charles III le Simple réussisse le 11 juillet 911, donc date évidemment très importante, à conclure avec le redoutable Rollon
Heureusement pour le roi, Rollon s'était fait battre à Chartres parce qu'il entendait évidemment ne pas se limiter au territoire du Vexin. Il s'était fait battre à Chartres par de valeureux seigneurs francs, ce qui a permis au roi de le mettre en situation de relative faiblesse et de l'obliger à traiter avec lui à Saint-Clair-sur-Epte. Je ne sais pas s'il y a parmi vous des adhérents qui nous avaient, il y a quelques années, accompagnés à l'endroit même, au bord de l'Epte, à l'endroit même où ce pacte s'est scellé. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous. Bon. J'y étais pas, mais je connais l'endroit. Vous en souvenez, voilà, hein, à l'endroit même où la légende dit même que Rollon s'était arrangé pour que le roi tombe les fesses dans l'eau en faisant semblant de vouloir lui baiser les pieds. Bon, ça je ne sais pas si c'est la vérité, en tout cas la légende le dit. En tout cas, cette date est capitale, je vous dis, tout commence là, parce qu'elle marque la naissance du Vexin dit français. En effet, Rollon et ses vikings se voient attribuer une partie de la Neustrie, et en particulier ce qui deviendra la Normandie, au nord de l'Epte, et cela à condition de protéger le royaume de toute nouvelle invasion des hommes du Nord. Bon, il a promis, ça n'a pas toujours été complètement efficace, mais enfin, en gros, il a tenu sa promesse. Le Vexin, en deçà de l'Epte, lui, devient alors français. Il tombe dans l'escarcelle du roi de France, qui le confie en tant que comté à un grand féodal dont nos fidèles lecteurs connaissent le nom, au moins le patronyme, Raoul de Gouy. Hein, tous ceux qui connaissent Marine connaissent la famille de Gouy. C'est vraiment une très vieille famille du Vexin. Donc Raoul Ier de Vexin, Raoul de Gouy, devient comte de Vexin, d'Amiens, de Valois, etc. Et le territoire du Vexin français ne sera véritablement annexé au domaine royal, c'est-à-dire sans intermédiaire féodal, seulement en 1077 par Philippe Ier. Donc vous voyez, ça fait quand même un petit peu de temps. N'oubliez pas, le système féodal, c'était quand même très particulier. Ce Vexin devenu français ne dépendra plus du diocèse de Rouen. Je vous ai parlé de Rouen tout à l'heure. Donc là, il ne dépendra plus du diocèse de Rouen. Vous savez très bien que les hiérarchies féodales se recouvraient avec les hiérarchies religieuses, ecclésiastiques. Donc, il ne dépendra plus du diocèse de Rouen, mais sera rattaché à l'abbaye de Saint-Denis. Et en effet, le titre de comte du Vexin sera, jusqu'au XIIe siècle, attaché à la charge d'avoué de l'abbaye de Saint-Denis. C'est-à-dire que le comte du Vexin, français sous-entendu, exerce la justice séculière sur les terres de l'abbaye. Je vous ai préparé, pour ceux qui le voudront, une petite carte ancienne qui délimite complètement le Vexin, et qui montre que sur le plan de l'administration ecclésiastique, il s'agissait d'un archidiaconé, je ne sais pas si vous connaissez tous ce mot, hein, du Vexin français, c'est-à-dire qu'il était sous l'autorité d'un archidiacre, tout simplement, sur le plan hiérarchique. Et cet archidiaconé était composé des doyennetés, vous allez reconnaître évidemment des capitales vexinoises, des doyennés de Meulan, de Magny, de Chaumont et de Pontoise. Retenez bien Chaumont. Cette situation et ses limites perdureront finalement jusqu'à l'Ancien Régime. C'est pourquoi cette carte, qui n'est pas médiévale, mais qui est du XVIe ou XVIIe siècle, est exactement valable depuis 911 jusqu'à 1789. Limite donc dont nous reparlerons tout à l'heure. En dépit de la guerre de Cent Ans, qui, vous vous souvenez ou vous vous souvenez pas, a placé Pontoise et le Vexin
sous domination anglaise pendant 17 ans quand même, de 1419 à 1436, bon, eh bien les limites du Vexin redeviennent et restent celles qui sont sur la petite carte et qui sont décrites par un moine cordelier qui a enseigné au XVIe siècle à Pontoise et qui écrit ceci. Le pays du Vauquesin, V-E-Q-E-C-I-N, ce pays s'étend depuis la petite rivière de Valmondois en l'Isle-Adam jusqu'à une autre petite rivière qui passe par Fleury, nommée Andelle, à 5 lieues de Rouen. Ce pays est appelé en latin Pagus Belgacinus, comme est aussi le pays d'après Troyes et Champagne, dit-il. Bon. En français, Vauquesin, et par corruption de langage pour dire Belcassin. Vous voyez, déjà, il y avait au XVIe siècle des gens qui déformaient les mots. Jacques Dupaquier, que tous les amis du Vexin français parlent et dont ils ont tous entendu parler, avait consacré en 1989 une conférence sur ce cordelier, et ceux que ça intéresse peuvent se la procurer à la Société historique de Pontoise. Voilà. Taillepied a été évoqué par Dupaquier, c'est pas neutre, hein, parce que Taillepied délimite le Vexin. Et il est évident qu'un des soucis du fondateur, qui était Jacques Dupaquier, c'était de respecter les limites originelles du Vexin. Limites du Vexin qui furent en effet morcelées par la suite. D'abord, en 1790, par la mise en place des départements. Le Vexin, vous imaginez bien que l'unité que représentait l'archidiaconé, ce n'était pas la tasse de thé des révolutionnaires. Bon. Donc, quand on a fabriqué les départements, on ne s'est pas occupé de cette unité-là. Et le Vexin français s'est alors réparti entre 2 départements, hein, qui étaient la Seine-et-Oise, vous avez tous connu quand même, bon, et l'Oise. Bon. Elles étaient gérées par 2 préfets, bien sûr, mais tant qu'on en est resté là, le pays a gardé une partie de son originalité et de son unité. Hein. Le pays entier, moi je dis pays, c'est bien au sens du pays vexinois, présentait une véritable unité, une cohérence paysagère. Hein, on passe de la Seine-et-Oise à l'Oise, que vous soyez à Neuilly-en-Vexin ou à la Ville-Tertre, il est évident qu'on a le même paysage et on a changé de département. Bon. Et présentait déjà une prospérité agricole qui ne se sont jamais démenties depuis le cher Taillepied qui écrivait encore « Le pays du Vauquesin a chair et poisson, terre et eau, bled et vigne ». Bled, c'est pas les villages, c'est les blés. Hein, bon. Bois et prés, étangs et rivières, petites montagnes et douces vallées, chauds et plâtres, pierres et briques, villes et châteaux, nobles et paysans, hommes en grand nombre et plusieurs espèces d'animaux. Bref, comme je dois le dire, dit toujours Monsieur Taillepied, il n'y a pays au monde plus commode à l'entretenement de la vie humaine, tant pour la sérénité de l'air que pour l'abondance des vivres qui y sont quand il court bon temps. Voilà, quand il court bon temps, ça veut dire quand il n'y a pas la guerre. Hein. Bon. Donc cette unité-là, bien que répartie donc sur des départements, a assez bien résisté à cette... c'était pas une scission. Hein. Tous les témoignages bâtis que nous pouvons constater entre l'ex-Seine-et-Oise et l'Oise sont en continuité.
Je vous dis, entre le château de Neuilly-en-Vexin et le château de Saint-Cyr sur Char, moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y a pas une différence de nature dans le paysage. Bon. Avec cet émage bâti, bien sûr, pas seulement les châteaux, mais aussi toutes les maisons paysannes, la manière dont le paysage lui-même a été travaillé par les hommes de toutes les époques. Hein. Toutes les époques, finalement, ne se trouvaient pas véritablement scindées. On a la liste n'est pas exhaustive, mais enfin on part des allées couvertes, on passe par les cités gallo-romaines, il y en a une qui est tout à fait d'actualité en ce moment, les croix pâtées, on recense 25 croix pâtées dans le Vexin. Hein. Monsieur Moreau, vous allez nous en offrir quelques-unes en photo. Des églises, c'est pareil, des châteaux, des fermes, des maisons paysannes. Donc tout cela, si vous voulez, la création des deux départements de la Seine-et-Oise et de l'Oise n'ont pas cassé cette unité. En revanche, ce que j'appelle le grand chambardement urbanistique dû à la pression démographique des années 60-70, c'est pas pareil. 70 de quel siècle? D'une autre. Enfin, de celui dans lequel on est né. Justement. C'est-à-dire que pendant des siècles, les choses sont restées... je vous parlais de ma petite enfance tout à l'heure. Moi, j'ai passé toute ma petite enfance à Neuilly-en-Vexin. Il est évident que le paysage, si vous voulez, avait une harmonie qui n'était en rien démentie par quoi que ce soit. Mais ce fameux grand chambardement urbanistique des années 60-70, 1900, 60-70, lui a menacé très violemment le Vexin. Très violemment. Je vous conseille, si vous ne l'avez déjà fait, bien sûr, pour obtenir des renseignements beaucoup plus fournis, beaucoup plus concrets que je ne peux vous les donner en si peu de temps, de lire nos revues, hein, toutes nos productions écrites pour revivre et comprendre ces problématiques d'il y a un demi-siècle. Finalement, dans les bulletins d'abord qui étaient édités par Dupaquier et les revues maintenant, c'est le grand thème. C'est toujours le grand thème. Ces problématiques, qui sont de résister à ce grand chambardement, ont conduit tout simplement à la naissance de l'Association des Amis du Vexin français. Ça aussi, vous le trouverez dans nos revues. C'était un cri d'alarme. Un certain nombre d'élus, dont le maire de Pontoise de l'époque, ont pris conscience du danger, que cette espèce de territoire préservé jusqu'à présent, et ce poumon vert risquait évidemment de disparaître, notamment avec la création des villes nouvelles. Et donc, cri d'alarme, résistance à l'urbanisation galopante et surtout urbanisation destructrice. Hein, aussi bien l'avancée que ce qu'on appelle le mitage. On pourrait y revenir plus tard. Ce qui est sûr, c'est que le Vexin français a été mis à mal par les découpages administratifs des mêmes années. Bon, vous vous souvenez tous, là, sauf les petits jeunes, là, mais tout le monde a connu, notamment la Seine-et-Oise. Et le découpage de la Seine-et-Oise, d'abord en 95, un petit peu des Yvelines, on a gardé le 78 et le 91, plus on a donné 9 communes au 92, on a donné 16 communes au 93 et 18 au 94. Ce découpage a fait que le Vexin français lui-même se trouvait cette fois-ci non plus sur 2 départements, mais au moins sur 3. Bon. Et 3 départements qui n'avaient pas du tout les mêmes caractéristiques, la même population, le même devenir urbanistique.
Donc là, les choses ont commencé un petit peu à se gâter. Et évidemment, l'unité a été mise à mal encore plus par les découpages régionaux, puisque ce périmètre que je vous ai décrit tout à l'heure se trouve à l'heure actuelle toujours sur 3 départements. Nous avons 31 communes dans les Yvelines, là où nous sommes, 88 dans le Val d'Oise et 47 dans l'Oise. 47 dans l'Oise. Et évidemment, la grosse difficulté, c'est le partage entre 2 régions. À l'intérieur d'une même région, les Yvelines et le 95, on arrive quand même à faire une relative harmonie. Mais la Picardie, la partie du Vexin français en Picardie rattachée maintenant aux Hauts-de-France, est évidemment pas tout à fait hors de contrôle, puisque notamment les Amis du Vexin français sont implantés là-bas, mais sur le plan administratif, il est évident qu'il n'y a pas d'unité. Ce constat-là est une de nos préoccupations majeures depuis le départ. Je reparle de Jacques Dupaquier parce que c'était vraiment sa préoccupation. Au moment de la création du PNR, on va y venir sur ce parc, qui a été appelé évidemment des vœux, notamment des Amis du Vexin français. Déjà, son souci, c'était les fameuses 47 communes de l'Oise. Là encore, je vous renvoie à nos nombreuses productions écrites, et en particulier, pour faire vite, les 3 dernières revues, 73, 74 et 75, qui ont des articles de fond qui concernent cette problématique-là, qui est véritablement une problématique capitale pour nous. Ils sont évoqués la nécessaire protection du territoire qui est menacé par toujours cet urbanisme galopant, et la campagne intense qui a été faite aussi bien par les élus que par l'Association des Amis du Vexin français pour créer le PNR, mais la partie Oise est restée en dehors, malgré le travail de terrain que notamment M. Dupaquier a fait. Il est allé voir tous les élus, il est allé voir les... et puis, ça n'a pour le moment pas abouti. Donc tout le monde sait ici que le parc naturel du Vexin français fut créé le 9 mai 1995, c'est-à-dire 28 ans de lutte pour la protection du territoire. Plus d'une génération. C'est extraordinaire quand même. Bon. Il a été fêté, ce PNR, quand il a été créé, comme un magnifique aboutissement d'une volonté collective. Ça, c'est extrêmement important. Le sens du PNR, c'est ça. C'est vraiment l'aboutissement d'une volonté collective qui réunissait, là aussi, les bâtons de pèlerins ont été pris dans chaque mairie, dans chaque conseil municipal, etc., qui réunissait 98 communes, ce qui est évidemment pas mal, mais le territoire entier du Vexin français, lui, en contenait 167. Voilà. Donc la différence, c'est évidemment l'Oise. Donc 98 communes sont protégées depuis 1995. 6 villes portes se sont engagées dans un travail de concertation avec le parc. Elles ne font pas partie du parc, mais elles travaillent avec. Il s'agit par exemple de l'agglomération de Cergy, de l'agglomération de Mantes en Yvelines, qui vous concerne de près, d'Issou, de Jusier, de Limay et de Meulan en Yvelines. Bon, toutes ces villes sont des villes portes qui sont donc en conversation, je dirais, permanente avec le parc. À l'origine, seulement 20 communes des Yvelines étaient incluses dans le PNR. En 1995, on avait 20 communes des Yvelines. En 2021, c'est tout près, 9 communes
curieusement de la rive gauche, qui donc n'appartenait pas géographiquement au Vexin français décrit par Taillepied et qui était resté tel quel jusqu'au XXe siècle. Donc 9 communes devraient rejoindre le PNR dans son nouveau périmètre. Il s'agit de Bennecourt, de Mousseau, de Limès-Villers, je ne sais pas si je prononce bien, je ne connais pas bien, de Rolleboise, de Méricourt, de Freneuse, de Moisson, Ardricourt et Trial-sur-Seine. Certains ont essayé d'avancer des considérations historiques en disant on est en face de la Roche-Guyon, donc on faisait partie du duché. Bon, d'accord. Mais en réalité, tout le monde a compris que ce n'était pas ça. Qu'il s'agissait d'essayer de protéger la boucle de Moisson et la région avançait, je cite, la boucle de Moisson, bien qu'extérieure au territoire historique du Vexin français, fait partie du grand site classé des coteaux et des boucles de la Seine. Donc le but, c'est une volonté de protection simple, plutôt que de créer une autre unité. Il paraissait plus simple, dans la redéfinition du périmètre du PNR, d'y inclure ces communes. Tant mieux pour elles. Tant mieux pour elles. Donc finalement, nous en sommes là. Le Vexin va traverser la Seine, bon, chose qu'il n'avait jamais faite, mais il n'est pas capable de traverser la frontière de la région Île-de-France et la région Hauts-de-France. Ça paraît quand même un peu kafkaïen. Bon. Même si, bien sûr, les cohérences historiques, la cohérence géographique, je pense vous l'avoir brièvement, mais vous l'avoir montré tout de même, le voudraient. Et nous ne nous contentons pas, de méditer sur ce problème, sur ce paradoxe. On peut parler vraiment de paradoxe. Nous n'abandonnons pas l'idée. Ceux qui ont lu notre dernière revue, la revue 75, ont lu le très long article de Jean-Claude Cavard qui évoque tout l'argumentaire en faveur de l'inclusion des communes de l'Oise dans un PNR commun. L'argument qui consiste à dire 2 régions, il existe un PNR qui est déjà fait sur 2 régions, ça existe. Donc c'est pas ça. Disons, c'est pas ça en nature, c'est peut-être ça sur le plan concret de l'entente entre les 2 régions, mais c'est pas ça la vraie raison. Bon. Donc, nous continuons à chercher une solution positive à cette contradiction pour réunir le Vexin. Il est évident que la charte nouvelle, le périmètre de la charte nouvelle, c'est râpé. Puisque on y introduit, je viens de vous le dire, quelques communes des Yvelines, mais on n'y introduira pas. Ça n'est pas faute de la part du président du parc d'avoir essayé, d'avoir proposé. La chose a été proposée, elle a été refusée par les 2 régions. Bon. Il y a certainement d'autres possibilités, avec l'appui des élus locaux, de protéger la partie Oise du Vexin à laquelle nous tenons beaucoup. Il est évident que l'idéal serait de l'inclure dans un PNR. Les élus qui en font partie savent la valorisation que ça représente pour une commune de faire partie du PNR. Bon. Il faut continuer à argumenter. Donc tout le monde a compris ici, ou alors c'est que vraiment je n'ai pas été clair, que le Vexin inclus dans le PNR est protégé, il est mis en valeur, il est dynamisé, mais que ce Vexin français donc ne s'arrêtait pas aux limites du parc. J'insiste beaucoup là-dessus, d'abord parce que c'est un peu notre dada, mais aussi parce que nous, en tant qu'association des Amis du Vexin français, nous ne nous bornons pas à travailler dans le parc. Nous travaillons aussi hors du parc, c'est-à-dire dans l'Oise. C'est extrêmement important. L'histoire,
puisqu'on est parti de l'histoire, je vous dis que c'est un territoire géographique délimité par sa propre histoire, l'histoire a laissé toutes sortes de témoignages, et en particulier des témoignages prestigieux sur son ensemble. Bon. Après les vestiges défensifs que vous connaissez sur l'Epte, par exemple, et puis que vous connaissez sur la Seine, la Roche-Guyon en est un exemple prestigieux. Hein. L'ancienne forteresse de Boury, qui se trouve dans l'Oise, le village médiéval de Reilly, tout cela, c'est dans l'Oise. Bon. Les constructions par les seigneurs locaux dans tout le Vexin français pendant la Renaissance, même si la Renaissance n'a pas été évidemment un territoire aussi occupé par l'aristocratie que l'a été la région de la Loire au moment où la royauté bien sûr se situait à Amboise et à Chambord. Bon. Il y a tout de même eu des châteaux construits pendant la Renaissance sur le territoire du Vexin français. On pense à Téméricourt, au château de Marine au départ, à Vigny, à Ambleville, à Jambeville, etc. Bon. Et après tout cela, quand le roi a décidé de s'installer à Paris et en région parisienne, en Île-de-France, on a vu évidemment fleurir de magnifiques demeures au XVIIe et au XVIIIe siècle, aussi bien dans le département, dans ce qui sera devenu le département de la Seine-et-Oise que dans celui de l'Oise. Pour le XVIIe, Neuilly-en-Vexin. Vous les connaissez tous, hein, je ne vais pas tous les énumérer, mais je vous donne ceux qui me sont venus à l'esprit. Neuilly-en-Vexin, Montgeroux, Gadancourt, auquel nous tenons particulièrement, sa propriétaire étant une éminente adhérente chez nous. Et dans l'Oise, deux merveilles que vous connaissez tous, qui sont Saint-Cyr-sur-Char et évidemment Boury, pour lequel nous avons une amitié particulière, puisque c'est là que l'association du Vexin français est née, au château de Boury. Et pour le XVIIIe, je vous donne seulement deux exemples, Maudétour et évidemment Magneto, pour lequel nous avons aussi une affection particulière, puisque notre ancien président en est le propriétaire. Voilà. Donc la liste est loin d'être exhaustive, vous pouvez en rajouter tant que vous en connaissez. Je dirais simplement que, à mon sens, je pense que vous en avez le sentiment, le Vexin est finalement un musée vivant. Parce que tous ces châteaux dont je vous ai parlé, tous sont habités. Certains sont ouverts au public, d'autres pas, mais ils sont tous habités. Le Vexin est un musée vivant. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Il n'est pas seulement un musée vivant prestigieux, mais c'est important, le Vexin des châteaux. Lorsque j'ai écrit un article sur le cinéma en Vexin, le monsieur cinéma du 95 m'a dit « Moi, je tiens au Vexin des châteaux. » Et effectivement, on s'aperçoit que beaucoup de choses y ont été tournées. Donc, en dehors de ces témoignages prestigieux du passage du temps et des hommes, les paysages eux-mêmes du Vexin ont une identité. Ils sont le résultat qu'on pourrait qualifier d'harmonieux du travail des hommes. Ce ne sont pas des paysages sauvages, le Vexin. Ce sont des paysages civilisés. Où les hommes, depuis les dates dont je vous ai parlé, travaillent, cultivent la terre. Bon. Des terres, Taillepied nous l'a dit, tout à fait fertiles, des paysages vallonnés. Et ces paysages-là aussi font fi des frontières artificielles administratives. C'est ainsi, nous sommes très têtus, aux amis du Vexin français, que nous avons entamé il y a quelques années, c'est pas fini, le dossier n'est pas terminé, un dossier de classement des buttes de Montjavoux, vous en avez sans doute entendu parler, et de la Molière, qui, comme vous le savez, sont dans l'Oise. Donc tous ces paysages
harmonieusement habitées de maisons traditionnelles. Les premiers textes qui ont été écrits dans les petits bulletins des Amis des écrivains français parlaient beaucoup des maisons traditionnelles. Dupaquier avait beaucoup analysé la structure de ces maisons traditionnelles, qui sont tout à fait caractéristiques. Il a contribué à les faire connaître, à les faire aimer. Il en a même acheté une, lui, une maison paysanne. Elles sont remarquables. Et évidemment, tous ces paysages, toutes ces maisons, toutes ces églises ont inspiré, ça je ne vous l'apprends pas, je l'évoque seulement, tant de peintres. Et pas seulement au XIXe siècle, pas seulement les impressionnistes. Dès le XVIIIe siècle, Hubert Robert, dont vous avez peut-être vu quelques expositions, a magnifiquement peint La Roche-Guyon, par exemple. Au XXe siècle, Braque a lui aussi peint La Roche-Guyon. Donc il n'y a pas seulement le XIXe et le début du XXe. Et la vallée de l'Oise, bien sûr, a été immortalisée par tous ces peintres que vous connaissez, Daubigny, Monet, Cézanne, Van Gogh et Emilio Boggio. Je vous conseille de lire ou relire notre revue 70, qui contient un très gros article sur Emilio Boggio, qui est un post-impressionniste impressionnant. Quant à la vallée de l'Epte, elle a été elle aussi peinte, et je m'y arrête quelques secondes, par Pissarro, puisque cette vallée-là a elle aussi attiré toute notre attention. Certains voulaient y implanter des éoliennes, donc adieu Pissarro. Et nous avons jusqu'à présent obtenu que cette autorisation ne soit pas donnée. Maintenant, on peut penser que l'entreprise concernée va faire appel, mais en tous les cas, en premier jugement, le préfet a arrêté, n'a pas donné l'autorisation. On a sauvé Pissarro. Le Vexin, donc, est une terre d'artistes pour toutes les raisons que je vous ai dites d'abord, et reste une terre d'artistes, n'est-ce pas, monsieur ? Alors, les actions du PNR le montrent. Bon, je ne vais pas les énumérer, vous les connaissez. Le PNR communique beaucoup sur ses actions. Bon, on a fait un concours de peinture l'année dernière. Bon. Mais aussi, et elle mérite que j'en parle aujourd'hui, l'exposition annuelle Léac, 8e édition cette semaine et la semaine prochaine. Donc certains d'entre vous pourront peut-être aller à Gadancourt demain ou la semaine prochaine, où Christine Demeaux expose régulièrement, tous les ans, des œuvres de peintres contemporains au sens où elle l'entend elle, c'est-à-dire qui sont de notre époque, mais qui ne sont pas des peintres qui ne peignent pas. Voilà. Certains d'entre vous sont déjà allés voir Léac à Gadancourt, je suppose. Non ? Faut y aller. Il faut aussi que vous relisiez nos revues, puisque depuis 8 ans, chaque année, il y a un compte-rendu dans la revue de l'exposition Léac. Bien sûr, je ne nommerai pas, d'abord parce que je risquerais d'en oublier, tous les artistes peintres contemporains qui peignent le Vexin, qui sont fascinés par le Vexin. Ils m'en excuseront, je n'en doute pas. Les photographes, eux aussi, tombent sous le charme du Vexin, n'est-ce pas ? Plusieurs concours photos ont déjà été proposés, certains par le PNR, et celui, là aussi, revoyez notre revue 75, qui a été lancé par le groupe qui anime le village d'Auméréville, était extrêmement intéressant. J'en ai publié un certain nombre, elles étaient très belles. Bon.
Donc le Vexin inspire les photographes de talent et bien entendu, monsieur, vous allez nous en parler tout à l'heure et surtout nous montrer que l'artiste photographe peut refléter l'âme secrète, il paraît, je ne sais pas si elle est secrète, du Vexin, mais c'était le titre. Voilà. Donc, en conclusion de ce rapide portrait du Vexin, qu'il faut protéger à tout prix, je dirais qu'il faut continuer avec persévérance, parce qu'on l'aime, parce qu'on le connaît, continuer à repousser la laideur, repousser tout ce qui est laid. Je pense notamment, évidemment, à l'architecture. Respecter l'architecture historique qui a fait le Vexin. Respecter les paysages et respecter l'environnement. Quand je parle d'environnement, j'en parle au sens écolo du terme. C'est-à-dire respecter la nappe phréatique, respecter les bois, etc. Voilà. Mais pour autant, le Vexin n'est pas une réserve d'Indiens. C'est-à-dire qu'il n'est pas question que les Vexinois vivent en terrain clos. Ils sont en communication, beaucoup d'entre vous peut-être travaillent à Paris, etc. Bon. Donc la question fondamentale est comment vivre, faire vivre sans détruire. C'est vraiment la question que nous devons nous poser quotidiennement. Il y a un certain nombre de réponses. Une des premières réponses est évidemment de respecter la vocation agricole du Vexin et de la soutenir, la vocation agricole. De développer, c'est ce que fait le PNR, un tourisme intelligent, un tourisme respectueux. Un tourisme qui ne soit évidemment pas lui-même destructeur. Bon. Il ne s'agit pas d'un tourisme de masse, mais toutes les actions, là encore, si vous lisez nos revues, vous savez ce qui se passe à Cap Tourisme, toutes les actions engagées sont des actions douces, des actions de mise en valeur de tout ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, les villages, les châteaux, toutes les animations. C'est évidemment une réponse économique à la vie du Vexin. Donc, en résumé de conclusion, je dirais que l'histoire de ce pays est un atout, c'est un terreau, et ça n'est en aucun cas un frein. Voilà. Je vous en prie.